Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 février. Voici les titres de ce journal. Elle a de la classe, de la prestance et du volume. Elle se prénomme Delphine et a toutes ses chances. Dans quelques jours, cette charolaise vendéenne participera au concours du Salon de l'Agriculture à Paris. Les communes du littoral sont prêtes. Tout a été mis en œuvre pour pallier les grandes marées de ce vendredi. Dans ce journal, exemple à Saint-Hilaire-de-Riez. Enfin, les petits aussi ont leur festival du film à Montaigu. Léo, le Roi Plume et les Moomins sont les stars du grand écran. J-2 avant le Salon de l'Agriculture à Paris. Parmi les animaux présents, le public retrouvera évidemment la vache. Et cette année, la charolaise pourrait bien porter le symbole de la Vendée, puisque Delphine, la charolaise de Saint-Révérend, participera pour la seconde fois au concours parisien. Et cette fois, plus encore, elle a toutes ses chances. Pierre Dalicieux l'a retrouvée accompagnée de son propriétaire. On est vraiment occupé par notre cheptel, on ne prend plus le temps d'accrocher les plaques. Et des plaques à accrocher, il faut dire qu'il y en a beaucoup, car les concours, c'est un peu une histoire de famille dans cette exploitation. Une histoire qui peut encore se répéter cette année à Paris, avec Delphine, une charolaise comme il y en a peu en France, et qui défilera jeudi prochain. Tout se déroulera donc d'abord sur le visuel. Le visuel, c'est la longueur de la vache, la ligne de dos, sa qualité de tête, son arrondi de culotte, sa largeur de bassin, sa longueur de bassin. Elle remplit les critères pour faire avancer et multiplier la race. L'année dernière, Delphine est déjà arrivée deuxième au concours général agricole. Cette année, cet éleveur espère la première marche du podium, une place qu'il n'est pas le seul à convoiter. Paris, c'est la continuité du cheminement qu'elle a fait cette année. Donc Manicourt, grande championne, super de moulin, et donc maintenant Paris. Donc on va dire que il faut rester humble parce qu'à ce niveau, la vache, elle a fait un très beau travail et nous, on est récompensé de ce travail, mais à ce niveau-là, c'est tendu et tout le monde voudrait la place. Allez, bien. Mais tout le monde n'a pas Delphine, une vache aux qualités exceptionnelles qu'un exploitant connaît rarement 2 fois dans sa carrière. Paris est donc une étape incontournable qui coûte cher à cet éleveur, mais qui est surtout une formidable vitrine pour son exploitation. Cette vache va mettre l'élevage en avant, et donc en mettant l'élevage en avant, elle donne de la plus-value aux reproducteurs, aux animaux qu'on vend tous les ans en France ou à l'export. Et c'est des retombées qui sont indirectes, mais on va dire qu'elles sont importantes. Si cette charolaise se hisse au plus haut niveau, cet éleveur sera fier pour la race, pour son exploitation, mais aussi pour la Vendée, car Delphine est un peu l'ambassadrice du département à Paris. Les animaux du Puy du Fou feront également la route jusqu'à Paris. Le départ a d'ailleurs été organisé ce jeudi en début d'après-midi. Vous le voyez sur ces images. Sur place, le public pourra notamment découvrir des moutons de Belle-Île, des agneaux, 3 races de lapins, dont les lapins nains de Vendée, mais également Juliette, la truie, qui participera au concours du cochon de Bayeux. Aujourd'hui, le Puy du Fou est le seul parc à thème à être invité au salon. Les professionnels comptent donc sur cette présence pour valoriser leurs animaux. On fait de la conservation de races anciennes du Grand Ouest. Donc notre but, c'est aussi de présenter ces races-là au grand public. On tient notre place au Salon de l'Agriculture puisque toutes ces races doivent être conservées. Et donc plus les gens les connaîtront, plus on aura de la chance de les conserver. Le littoral est sous surveillance. Vous le savez, vendredi, ce sera l'une des premières très grandes marées de l'année. Depuis quelques jours, les communes à risque sont donc prêtes, comme a pu le constater Samuel Grasset à Saint-Hilaire-de-Riez. La marée de 109 de ce matin donne déjà une idée de l'ampleur des coefficients que va connaître le littoral vendéen en cette fin de semaine. Ici, sur la plage des Mouettes à Saint-Hilaire-de-Riez, la mer s'est arrêtée à quelques mètres des dunes. On peut considérer aujourd'hui que c'est des coefficients légèrement inférieurs. On voit la laisse des plus hautes eaux qui est symbolisée par la hauteur du Gouémont. Donc on sait que ça montera encore un petit peu plus haut et ça léchera certainement le grillage qui est un peu plus haut. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans une zone anticyclonique, donc avec une pression atmosphérique supérieure aux 1013 hectopascales. Donc effectivement, l'air pèse sur la mer et l'empêche de monter. Donc on sera surtout pas en surcote aujourd'hui.
Les effets des grandes marées devraient donc être limités. Le département est placé pour le moment par Météo France en alerte jaune, vague submersion. C'est le premier niveau de vigilance. Mais ce secteur de Saint-Hilaire-de-Riez fait partie des points sensibles du département. L'hiver dernier, la succession de tempêtes avait fragilisé le littoral et fait reculer de plusieurs mètres les dunes. Des travaux de confortement du cordon dunaire et de renforcement des enrochements sont prévus l'hiver prochain. En attendant, une mobilisation est prévue ces prochains jours au moment des pleines mers. Concrètement, des agents de la communauté de communes vont être en poste sur nos 3 sites un petit peu dangereux. Et du côté de la commune, j'active le plan communal de sauvegarde avec des agents d'astreinte qui, en 20 minutes, pourront être opérationnels pour agir le cas échéant. Même mobilisation prévue en cas d'alerte à Noirmoutier. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi, l'arrivée des grands coefficients de marée a été anticipée. Des sacs de sable ont été installés sur les berges de la Vie au niveau de la cale pour bateaux, en prévision de débordement. Ces premières grandes marées ne sont qu'une répétition. 4 autres épisodes de très forts coefficients sont prévus cette année. Politique maintenant avec notre page élection départementale des 22 et 29 mars prochains. Alors comme hier, ce soir, nous sommes à La Roche-sur-Yon, mais cette fois dans le canton Nord. Le conseiller général sortant Pierre Regnault, l'ancien maire de La Roche-sur-Yon, a choisi de ne pas se représenter. Alors maintenant, regardez la carte, c'est un canton qui regroupe aujourd'hui 5 communes, Mouilleron-le-Captif, Venanceau et désormais Landronde et Dompierre-sur-Yon, sans oublier bien sûr le nord de La Roche-sur-Yon, soit au total un peu plus de 40 000 habitants. Alors dans ce canton de La Roche-sur-Yon Nord, 6 binômes de candidats se présentent devant les électeurs. Et ce soir, nous allons en découvrir 3 par ordre alphabétique. Les autres, nous les entendrons quand nous aurons réussi à caler un rendez-vous avec eux. Et nous allons commencer avec Guy Battiot. Il est conseiller municipal d'opposition à La Roche-sur-Yon. Il se présente aux côtés de Lucie et Tonneau. Tous deux défendent les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Et comme pour les autres candidats écologistes, le mot transition résume l'esprit de leur proposition. La priorité, c'est la transition écologique qui, bien sûr, englobe toutes les autres parce qu'elle est facteur de création d'emplois, de préservation de l'environnement et évidemment de bien-être social. Donc c'est autour de ça qu'on a axé nos propositions, mais aussi, bien sûr, pour tout ce qui concerne le territoire, son aménagement. On pense là aux grands projets que nous avons dénoncés depuis longtemps, comme l'autoroute A831, mais aussi à l'agriculture, bien sûr, qui représente une part importante dans le département de l'activité économique et pour nous, écologistes, un enjeu majeur pour l'évolution de l'environnement, de l'agriculture paysanne et des travailleurs qui sont sur ces territoires. Toujours dans le canton de La Roche-sur-Yon Nord, mais à droite maintenant, nous allons entendre Laurent Favreau. Il est maire de Venanceau. Il s'était retrouvé au 2e tour face à Pierre Regnault aux dernières cantonales. Laurent Favreau se présente avec Anne Aubin-Sicard. Elle est 2e adjointe à La Roche-sur-Yon. Ils entendent rassembler la droite et le centre. On écoute donc Laurent Favreau. Il évoque les grands axes de leur campagne électorale. Nos priorités s'établissent sur 3 points. Être plus solidaire à l'esprit des plus fragiles. Le deuxième, c'est favoriser l'esprit d'entreprendre sur ce canton. Et puis la troisième, c'est faire rayonner notre territoire, notre canton au sein du département. Évidemment, La Roche-sur-Yon agglomération et notre canton a une position stratégique au cœur du département. Et suite aux dernières élections municipales, la volonté de vraiment rayonner au cœur du département avec les différentes forces vives que nous pouvons avoir, aussi bien associatives que les entreprises, que de tous ces gens qui travaillent aux côtés des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, et vraiment une vraie volonté de les assister et de les représenter. Et nous terminons avec les candidats du Parti socialiste, toujours dans ce canton de La Roche-Nord. Nous allons entendre Philippe Gaboriau. Il est maire de Dompierre-sur-Yon. Il se présente avec Martine Chancaille. Elle est conseillère municipale d'opposition à La Roche-sur-Yon. Face aux difficultés économiques et sociales, il souligne notamment l'importance de la solidarité. On l'écoute. Le Conseil général a une responsabilité pour rétablir cette équité, en direction des personnes, mais également en direction de l'ensemble des territoires. Chaque Vendéen, où qu'il soit, doit pouvoir tirer bénéfice de l'action publique d'un conseil départemental qui, dans beaucoup de domaines, doit être aujourd'hui beaucoup plus offensif. Il y a des attentes de la société aujourd'hui en matière environnementale, en matière également de citoyenneté. Je crois que les modes de faire que nous avons connus dans notre Conseil général sont aujourd'hui dépassés. Ce sont ces idées, ce progrès que nous portons avec Martine Chancaille, comme nous les portons dans nos engagements, moi en tant que maire de Dompierre-sur-Yon et Martine Chancaille dans ses engagements d'élus et de militantes engagées.
Voilà pour ce soir et nous entendrons très bientôt les candidats du Front National, ceux du Front de Gauche ainsi que Raoul Mestre qui se présente sous l'étiquette indépendant avec sa colistière. Et puis toujours au chapitre politique, un mot sur le dossier de l'A831. Le président du Conseil général vient d'envoyer un nouveau courrier au Premier ministre sur ce projet inexplicablement bloqué au plus haut sommet de l'État, écrit-il. Cette lettre est co-signée par des députés, les sénateurs, des conseillers généraux et régionaux, ainsi que par les maires et des chefs d'entreprise concernés par ce projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort en Charente-Maritime. Mais cette lettre ne fait pas l'unanimité. Dans Ouest France, le député PS Hugues Fourage parle ainsi de considérations politiciennes à quelques semaines des élections départementales. Un appel aux dons est lancé. Alors il s'agit bien de solidarité, mais envers le patrimoine. Ces dons permettraient de soutenir la restauration d'une écluse à la Barre de Mont. Les travaux ont débuté en novembre et pour récolter des fonds, la commune et la Fondation du patrimoine viennent de signer une convention. Tout le monde peut donc donner. La Fondation participera également et l'objectif est ensuite de pouvoir réaliser bien sûr un projet qui englobe le chantier de l'écluse, mais bien plus encore. Écoutez. C'est un monument rare dans la région, quand même, qui est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est vraiment de valoriser ce patrimoine et de travailler aussi cette zone qui est à l'entrée du bourg de la Barre de Mont, où on projette ensuite d'aménager toute une aire naturelle ouverte à toute la population, où on pourra venir se divertir, profiter de ce monument, avoir des différents parcours, des sentiers, faire une connexion avec le musée du Davio également, par l'étier qui passe juste à côté. Au chapitre sport, le circuit des plages se poursuit. Ce jeudi, les cyclistes ont parcouru près de 134 km autour de Nieul-le-Dolan. Et au terme de cette journée, un Vendée-U monte à nouveau sur le podium sur la deuxième marche. Le vainqueur est un Norvégien. Alors depuis samedi, 4 communes du département ont déjà accueilli la course. Il reste encore 2 étapes avant la ligne d'arrivée. Samedi à Chaland et dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez. Parfois, l'art devient solidaire. Exemple avec cette exposition caritative à Mouilleron-le-Captif proposée jusqu'au 1er mars. Ici, les œuvres vendues vont permettre de construire des écoles au Cambodge. Visite guidée avec Anthony Jamin. 10 sculpteurs et plasticiens et 130 œuvres exposées d'horizons très différents. Du bois, du métal, de la pierre de tuffeau, du grillage ou encore du carton. Tout s'expose dans le cadre des Sculpturels, une exposition caritative créée par Art Pluriel en faveur de l'ONG Enfants du Mékong. Parmi eux, Marie-Josée Aumont, elle sculpte des visages en terre cuite qu'elle patine et notamment se rencontrer lors de ses différents voyages en Asie du Sud-Est. J'ai pris la photo de ce petit vieux monsieur qui était toujours assis au même endroit. On le voyait le matin en se levant, le soir en se couchant et on espérait qu'il allait déjeuner quelque part ou se coucher, mais bon. Ici, on a 10 sculpteurs. Il n'y en a pas un qui fasse ce que fait l'autre. Au niveau du matériau qu'ils ont choisi, au niveau de leur sensibilité propre. Cette femme vient tout juste d'acquérir une pièce en métal forgé de Thomas Fétiveau, un forgeron métallier. Nous sommes venus au vernissage hier soir et on a flashé sur cette œuvre et voilà, je suis venue la chercher aujourd'hui. Une partie de la somme récoltée lors de la vente d'œuvres d'art ira directement servir les actions menées par l'association Enfants du Mékong. Après le financement d'un bateau pour le ramassage scolaire en Birmanie ou la construction d'une école au Laos, le prochain projet, c'est la construction de 5 classes dans un village cambodgien. 370 élèves sont concernés. Bien au-delà de l'aspect financier, c'est une personne qu'on aide, des enfants, des écoles. Donc ce qui est important chez nous, Enfants du Mékong, ce n'est pas l'aspect économique ou financier, c'est vraiment la personne qu'on aide au bout du compte. Nous, on recherche avant tout aussi des parrainages, c'est-à-dire permettre à des enfants d'aller dans cette école-là. L'école qu'on construit là, on souhaite que de nombreux parrains en Vendée les soutiennent et les parrainent à l'avenir. Une fois encore, l'association Art Pluriel a réussi le pari de faire de l'art un moyen de communication, de découverte et surtout de partage. Alors, c'est dur. Et notez que l'exposition réouvre ce vendredi et tout le week-end. À 24 heures des Césars, les petits aussi ont leur événement cinématographique. Depuis 17 ans, le festival Jeune Public à Montaigu invite en effet les plus jeunes à découvrir le 7e art. Delphine Ledu a assisté à la cérémonie d'ouverture.
Un lâcher de ballon sur le plus grand écran du monde. La 17e édition du festival Jeune Public était officiellement lancée mercredi. Et pour démarrer l'événement en beauté, magie et sculpture de ballons étaient proposées aux enfants. Retire tes mains des poches. Oh, il y a quelque chose ici. Là. Le petit foulard magique. Pendant 5 jours, le cinéma Caméra 5 programme 10 films d'animation récemment sortis sur grand écran et à destination du jeune public. Et pour certains, c'est une première. Ça va être ton premier cinéma. Dis, Léon, est-ce que tu es déjà allé au cinéma? Non, hein? Je vais voir demain les nouveaux héros et Girafada. Les mamies, elles ont les petits-enfants à garder, donc c'est une façon de les occuper, et puis c'est festif, et puis ce sont surtout des films qui sont adaptés à leur âge. Donc ça, c'est intéressant. Diffuser des films en respectant l'âge des spectateurs, tel est justement l'un des objectifs de ce festival. Pendant 5 jours, le public peut découvrir des films complètement différents, du film à réessai au film de très gros producteurs. C'est à partir de 2 ans, donc avec la première fois au cinéma pour les tout petits, des films qui durent 30 à 45 minutes. C'est souvent plusieurs petits courts-métrages comme Gros Poids et Petit Pois. Après, différents films, vraiment, on essaye d'avoir graphiquement des dessins assez différents pour leur montrer des choses très variées. Chaque année, un documentaire est aussi projeté. Pour cette nouvelle édition, ce sera Grizzly, un film sur la vie d'une famille de grizzly en Alaska, à voir en famille. On termine avec un point sur les prévisions de demain et ce vendredi devrait être assez maussade. Les nuages resteront présents toute la journée. Des pluies sont également attendues et le vent soufflera fort, jusqu'à 80 km/h. Ces conditions viendront accentuer les très fortes marées de l'après-midi. Et les prévisionnistes annoncent d'ailleurs déjà des possibles inondations côtières. Et quant aux températures, elles afficheront jusqu'à 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.